Cette présentation sera réalisée par le docteur Fanny Hajina. Il concerne les résultats de l'expérience européenne concernant l'interaction génotype-environnement. Je vous présente le docteur Fanny Hajina. Elle travaille à l'Institut des sciences animales du département d'apiculture en Grèce. Elle est biologiste et a en fait un doctorat sur la pollinisation par les abeilles à miel. Elle lutte pour promouvoir le bien-être des abeilles et étudie les interactions entre les abeilles et l'environnement. Elle est directrice de l'Institut des sciences animales du département d'apiculture, qui font partie de l'organisation agricole grecque Déméter. Ses travaux de recherche portent avant tout sur l'impact des pesticides sur le comportement et la physiologie des abeilles, sur la lutte biologique contre les maladies et sur l'élevage de populations locales d'abeilles. Madame Fanny est membre du conseil de l'International Bioresearch Association, l'association internationale de recherche sur les abeilles, et depuis plus de 10 ans, elle est coordinatrice du groupe de travail Apimondia, s'occupant de l'impact nocif des pesticides et des traitements médicaux sur les abeilles à miel. Depuis 2019, elle est directrice de la Commission de santé des abeilles de l'Apimondia. Outre les projets de recherche, elle donne aussi des conférences et promeut l'apiculture écologique et l'apitourisme dans le monde. Fanny, la parole est à toi. Hello. Hello. Can you hear me? Est-ce que vous m'entendez? Oui, oui. On vous entend. Hello everybody. Parfait. Dear Bienvenue. Bonjour tout le monde. Chers organisateurs, MICAM, chers amis, je suis ravie de pouvoir vous rencontrer. Je deviens une habituée de ces conférences. J'ai participé à la plupart d'elles et je suis heureuse de pouvoir participer également à celle-ci. Je passe rapidement aux diapositives suivantes pour ne pas perdre de temps. Aujourd'hui, vous m'avez demandé de dire quelques mots à propos des résultats de notre entreprise européenne de taille qui est concentrée sur les génotypes des abeilles. Le titre est un peu différent de ce qui devait être ici, mais c'est la raison pour laquelle nous sommes ici. Merci beaucoup pour votre introduction, pour m'avoir présenté. Vous voyez bien ici sur la photo notre département. Autour, il y a que des oliviers. Comment se présentent les faits? Il est vrai que les pertes des colonies d'abeilles sont de plus en plus importantes chaque année et il s'agit d'un phénomène qui nous fait nous interroger concernant nos pratiques. Les changements climatiques également impactent les abeilles et la production et la rentabilité de la production. Ce que nous disent les apiculteurs, c'est qu'ils doivent de plus en plus dépendre du nourrissement artificiel, de la médecine vétérinaire et également des conseils des centres d'élevage des rennes. Avant, les apiculteurs élevaient eux-mêmes leurs rennes. À présent, ils en achètent de plus en plus souvent auprès des centres d'élevage. Un autre phénomène de plus en plus fréquent, c'est que lorsque de nouvelles technologies apparaissent, il y en a dans le secteur apicole, mais le numéro un, c'est toujours le même problème, c'est-à-dire la lutte contre le varroa. Nous devons toujours combattre cet acarien. Donc, la question de savoir si l'apiculture telle que nous la connaissons aujourd'hui peut rester durable pendant longtemps. Nous devons nous demander également qu'est-ce que la durabilité dans l'apiculture. L'apiculture durable
et savoir prendre soin des abeilles et élever des abeilles dans le respect des traditions historiques, dans le respect de leur bien-être, des ressources naturelles grâce auxquelles les abeilles peuvent butiner pour survivre. Nous devons également produire du miel, du propolis, etc., de bonne qualité pour avoir des bénéfices, mais ce n'est pas uniquement pour nous. Nous avons des abeilles non pas uniquement pour obtenir des produits apicoles. Nous devons également pouvoir assurer la pollinisation des plantes. Et c'est probablement la pollinisation qui est le meilleur aspect de l'apiculture. Je vois que les diapositives ont été changées. Nous, les éleveurs et les scientifiques, ensemble, nous tâchons de trouver la réponse à la question de savoir pourquoi certains phénomènes arrivent et ce qui cause les pertes, parfois petites ou parfois grandes, de nos familles, de nos colonies d'abeilles. Nous voyons ici des différences entre les régions et les questions concernent également les raisons. Est-ce uniquement au niveau de Varroa ou bien d'autres maladies, d'autres parasites, ou bien cela ne concerne-t-il que la biologie du Varroa? Comment des génotypes différents se comportent dans des régions différentes? Il ne s'agit pas de questions nouvelles. Nous les posons depuis des années. Dans le cadre de l'association Colos, du groupe de travail pour la vitalité de l'abeille mellifère et pour la diversité de l'abeille mellifère, ce réseau a changé de nom. Maintenant, c'est Bee Breeding. Nous avons reconnu qu'il y a beaucoup de problèmes et pour les résoudre, nous avons créé un protocole que nous avons utilisé dans le cadre de 621 colonies d'abeilles sur 21 sites en Europe. Oui, donc l'idée de M. Ralf Buchler de l'Allemagne a été acceptée par tous les partenaires. Donc vous voyez ici la liste des personnes qui se sont dévouées. Je leur remercie pour leur participation. Nous avons discuté de ce protocole, nous l'avons publié, nous avons discuté la méthodologie ainsi que les détails concernant la mise en œuvre. C'était une analyse pour laquelle nous n'avons pas disposé de fonds supplémentaires. Nous l'avons fait avec nos propres fonds. L'association Colos fonctionnait et c'est elle qui finançait nos réunions. Ça a beaucoup d'importance parce qu'il est plus facile de discuter avec quelqu'un quand on est face à face. Sinon, c'est des réunions de ce type. Je suis devant un ordinateur et j'aurais préféré être avec vous. Donc, nous avons mis en place des paramètres pour les vérifier, tels que la population des abeilles, la quantité des couvains dans les cadres, la quantité de varroa et d'autres virus, parce que nous avons surveillé aussi la présence de différents virus, l'oc américaine, l'oc européenne, etc., ainsi que le comportement des abeilles, quel était leur comportement en ce qui concerne l'hygiène, est-ce qu'elles étaient agressives. C'était vraiment une très très grande expérience, et c'est la première fois que nous avons dû faire face à une tâche aussi importante. Tout ce que nous avons mesuré, nous l'avons fait sur une pression normale de ce nuisible qui provoque le varroa. Donc, il était en permanence en train d'attaquer nos abeilles. C'était les génotypes
été extraits de différentes sous-espèces. Ici, nous avons sous-espèces, nous avons des différents sous-espèces telles que abeilles caucasiennes, carnoliennes, abeilles mellifères de Sicile. Nous les avons analysées dans 21 différents emplacements pendant toute la durée de notre test, qui a duré 2 ans et demi, pour que toutes ces abeilles puissent subir les mêmes conditions climatiques et les mêmes pratiques de travail, parce que ces pratiques de travail sont très différentes. Nous pouvons voir cela sur ces diapositives. Donc, 621 colonies à partir de l'été 2009, depuis que ces familles aient été créées, jusqu'au printemps 2012. Certaines colonies ont survécu pendant toute cette période-là. Et ce que je dois dire, c'est que l'idée était que les lignes locales, ici vous voyez mon institut, donc ces familles sont venues en premier. Chez nous, nous avions les abeilles mellifères macédoniennes, mais nous avions aussi celles qui étaient originaires de Bulgarie ou de l'Italie ou de l'Allemagne. Donc cela voulait dire que dans tous les emplacements, nous avions une population, une famille locale, mais aussi nous avons fait venir 2 ou 3 familles différentes qui vivaient au même endroit pendant 2 ans et demi. S'il fallait les déplacer, nous transférions toutes les colonies ensemble. Bien avant le test, quand nous avons commencé à nous y préparer, et aussi après, nous avons essayé de publier le plus rapidement possible les résultats de nos analyses. Et notre objectif est de vous fournir ces informations le plus rapidement possible. Donc tous les textes ont été publiés dans un journal polonais et aussi dans un journal international. Ils sont disponibles en open source. Certains ont été traduits dans d'autres langues. Et la première question à laquelle nous avons voulu répondre, c'est de dire comment les abeilles ont survécu. Ici, sur la droite, vous voyez que les familles locales les colonies locales étaient plus nombreuses, mais aussi leur moyenne de vie était de 83 jours de plus par rapport à la moyenne pour toutes les familles. Donc la survie des familles et des colonies locales était plus longue que la durée de vie des autres colonies. Je vais vous en expliquer les raisons. Maintenant, quand vous allez regarder la diapositive, la dynamicité des colonies, comment cette dynamique changeait pendant l'année. Donc la majorité fonctionnait déjà au sein de l'Europe, donc nous n'avions pas de surprise. La majorité vivait à partir de l'automne. Au printemps, la population diminuait un peu, mais elle aurait augmenté en été de l'année suivante. Et comme je l'ai déjà dit avant, les colonies locales comptaient plus d'individus. Ce qui est encore important, c'est que quand nous regardons cette ligne-là, c'est le nombre de jours pendant lesquels la température dépassait 10 degrés. Et donc, c'est le nombre de jours pendant lesquels les abeilles étaient actives. Et cela nous permettait aussi de mieux comprendre le comportement des
des colonies. Nous avons créé des clusters, des groupes de zones du point de vue des conditions climatiques, atmosphériques, mais aussi du point de vue du nombre de jours pendant lesquels la température était élevée. Nous avions 21 emplacements. Il aurait été très difficile de les comparer entre eux. Donc nous avons essayé de voir ceux qui se ressemblaient, nous les groupions pour mieux comprendre à la fin les résultats de nos analyses. Donc nous avons créé 6 groupes de clusters atmosphériques, on les a appelés comme ça. Dans la partie plus chaude, c'était la Grèce, la France, mais aussi une ville russe qui est localisée au bord de la mer Noire. Et il semble que les colonies étaient très peu nombreuses pendant toutes les saisons. Ces familles, ces colonies étaient plus nombreuses dans les pays plus froids. Ce que je rappelle que c'est l'hiver, la période la plus difficile pour la survie des abeilles. Je vais rentrer un peu plus dans les détails. N'oubliez pas ce que j'ai dit auparavant, c'est que les abeilles locales vivent plus longtemps, en moyenne de 83 jours. Ici, nous avons l'exemple de la Grèce. Il s'agit de l'abeille mellifère macédonienne, même comparée à celle de Bulgarie, a vécu environ 70 jours de plus. Quand on compare cela à l'abeille ukrainienne, nous sommes à 1200 jours de différence. Donc les abeilles locales vivent 1200 jours de plus par rapport à les abeilles d'origine différente. En ce qui concerne la fabrication de miel, bien sûr, c'est mon expérience qui a eu lieu dans notre région. Cela peut être différent dans d'autres régions, mais en gros, on voit que la survie des abeilles est plus élevée, plus probable pour les abeilles locales. Mais aussi, elles vivent plus longtemps, mais elles produisent aussi plus de miel. On voit bien que le nombre des colonies étrangères baissait. Le nombre d'individus dans les colonies étrangères baissait. Par exemple, l'abeille ukrainienne a presque disparu. Après, nous n'avons plus qu'une famille. Les abeilles macédoniennes de Bulgarie sont restées très peu nombreuses et ces colonies étaient très très faibles. Et il s'est avéré que les abeilles grecques survivaient plus longtemps parce qu'elles connaissaient leur place. C'est pas parce qu'elles étaient de là, mais elles étaient mieux adaptées aux conditions grecques. Nous avons parlé de la durée de vie, de la survie. Nous avons parlé de l'efficacité de ces abeilles en ce qui concerne la production de miel, mais qu'est-ce qui se passe concernant la présence des nuisibles? Nous n'avons pas soigné les abeilles. Vous voyez bien le niveau de varose. Dans certaines colonies, la quantité de ce nuisible était très importante, dans d'autres beaucoup moins. D'où vient cette différence? Il semble que l'emplacement est une des causes de cette différence de comportement face aux nuisibles Varroa destructors, comme cela a été montré dans le modèle que vous pouvez voir. Il semble qu'il n'y a pas eu d'autres facteurs qui auraient influencé ce résultat. Donc,
le nombre d'individus adultes à l'automne, quand nous avons mesuré ce paramètre, était en corrélation négative par rapport à l'infestation au varroa de la même année. Donc, si en août on était à 2%, on savait que ce sera en corrélation négative avec le nombre d'animaux adultes, des individus adultes en octobre-novembre. Ce qui voudra dire que la varrose détruit nos colonies. Donc nous avons pu prouver que la présence de varroa destructor en été est en rapport avec le nombre d'individus adultes à l'automne ou l'hiver de la même année. On voit que le niveau de présence de varroa destructor était aussi en rapport avec le nombre des insectes, des animaux adultes, des individus adultes au printemps de l'année prochaine. Donc, pour avoir des colonies saines, fortes et résilientes, il faut que le niveau de varroa soit le moins élevé possible à la fin de l'été ou en automne. Il ne faut pas attendre jusqu'à ce que les familles passent en mode hivernal. Ces résultats nous permettent de comprendre aussi que peut-être il serait nécessaire de modifier notre stratégie face à ce nuisible. Et en ce qui concerne le comportement hygiénique, nous avons pu constater que les abeilles locales étaient moins agressives et avaient un comportement plus hygiénique. Je ne sais pas si je dois discuter et rentrer dans le détail de ce comportement, mais peut-être 2 ou 3 mots si vous n'êtes pas sûr que ce que cela veut dire, c'est comment les abeilles qui s'occupent du nettoyage, à quelle vitesse elles sont capables de reconnaître un couvain malade ou contaminé et de le mettre en dehors de la ruche. Si vous souhaitez de connaître plus de détails de notre expérience, donc vous pouvez trouver les résultats dans l'article qui était publié dans American Bee Journal en juin 2015. Il s'agit du volume 155, numéro 6. Vous allez pouvoir mieux comprendre ce que j'ai dit. Mais ce que je peux vous dire, c'était une expérience très importante et très difficile. C'était la première fois quand nous avons commencé à nous poser la question comment paramétrer, estimer ces tests pour évaluer les colonies aussi du point de vue de leur prolifération. C'était un test pour les abeilles, oui, mais aussi pour notre groupe, aussi bien en été qu'en hiver. Pour résumer, il y a un petit peu de retard. Donc, interaction des génotypes avec l'environnement est quelque chose de très compliqué. Nous avons pu tester des différents génotypes dans les différents milieux. Donc, il s'est avéré que c'était quelque chose de compliqué. Il y a de nombreux facteurs qui influencent cela. Mais ce que nous avons pu constater, que tous les génotypes étrangers étaient plus hybridés. On ne peut pas dire qu'ils étaient bons ou mauvais en ce qui s'agit, par exemple, pour notre cas, l'espèce ukrainienne ou bulgare. Mais tous ces facteurs sont très, très nombreux, que je l'ai dit. Mais donc, ce qui est important, c'est de dire qu'il n'y a pas de meilleur gène. Ce n'est pas la génétique qui compte, mais c'est la capacité de s'adapter. Et des différents génotypes s'adaptent de façon différente aux conditions différentes. Nous avons pu constater des grandes différences. Nous avons pu avoir des conclusions différentes concernant des différents types génétiques, des différentes conditions. Comme nous l'avons dit, les abeilles locales ont vécu plus longtemps que les abeilles étrangères, de 83 jours.
Vous avez pu voir que les différences individuelles pouvaient être plus élevées ou moins élevées que la moyenne. Et la cause de la perte des colonies, c'était le varroa. Nous avons aussi perdu des mers et nous avons eu des problèmes avec le petit cléopètre des ruches. Tout ça, c'était lié à l'emplacement. Nous n'avons pas pu définir l'impact de la génétique sur l'infestation par le virus, mais les colonies normales vivaient en gros pendant 2 ans, mais cette famille a pu survivre pendant 2 ans et demi, même si elle a été confrontée à un grand problème de varroa. C'est un phénomène qui est présent partout, mais peut-être que ces abeilles-là étaient plus résistantes à ce parasite concret. Voilà, peut-être qu'elles étaient mieux adaptées pour faire face. Donc, les abeilles locales vivaient plus longtemps, étaient plus résistantes aux maladies et fabriquaient plus de miel. Voilà ce que nous avons pu prouver grâce à notre expérience. Et donc, ce que nous avons pu constater, c'est que la meilleure abeille que nous cherchions, c'était celle qui était la plus efficace et la plus résiliente. Et cela n'existe pas. On n'a pas d'abeille qui pourrait être placée n'importe où et s'adapter de la même façon. Donc voilà, la meilleure abeille n'existe pas. Il faut que nous nous concentrions justement sur les différentes abeilles. Cette expérience nous a permis de constater la chose suivante. Nous avons pu comprendre que les populations locales étaient très importantes, qu'il faut faire tout pour les garder, les sauvegarder. Et en même temps, nous avons essayé d'attirer l'attention de vous, les praticiens, sur les méthodes, sur les programmes que nous pouvons utiliser pour définir et désigner la qualité des reines et comment cela se présentait dans les pays donnés et dans les programmes d'élevage donnés. Cela est disponible dans l'article qui a été publié en 2014, qui est disponible en ligne. Dans cet article, on parle non seulement de tests de l'efficacité pour vérifier quelle population sera la meilleure, celle qui doit être utilisée pendant les années suivantes pour la production de miel. Nous avons analysé aussi comment évaluer la qualité de la reine. On peut analyser la façon dont elles pondent, à quoi ressemble le couvain, combien de cellules restent vides. Mais ce que nous avons constaté, c'est que la bonne reine a des propriétés anatomiques données. Une bonne reine, bien sûr, en fonction de la disponibilité de la bonne nourriture, a la possibilité de pondre des nombreux œufs. Cela dépend des structures anatomiques de la reine par lesquelles elle pond. Bien sûr, autofécondation de la reine est aussi quelque chose d'important. Si ce processus se déroule correctement, alors on peut constater qu'une telle reine est capable de transporter des spermatozoïdes, des faux bourdons, des spermatozoïdes vivants. Et le problème auquel nous devons faire face, surtout dans mon pays, et nous cherchons la solution, c'est de rendre c'est la grande densité de ruches
qui ne facilite pas la fécondation de la reine. Donc, hormis la fécondation de reine, nous, en Grèce, nous ne connaissons pas les méthodes d'insémination, mais nous nous sommes dit que nous pouvons contrôler la fécondation des reines d'une autre manière pour aider à transmettre les qualités, les traits souhaitables. Je vais vous montrer une petite vidéo qui montre notre petit train des reines vierges, des reines à féconder. Je ne sais pas si je pourrais lancer la vidéo. Oh, je ne sais pas, je vois que je n'y arrive pas. Il s'agit d'un enregistrement qui est disponible sur YouTube. Je vais vous le montrer plus tard, peut-être. Je passe donc à la diapositive suivante. Essayons encore une fois. Non, j'y clique. Αρχίσαμε να εφαρμόζουμε ένα νέο σχετικά σύστημα φυσικής και συνάμα ελεγχόμενης σύζευξης των βασιλισσών. Regardez cette vidéo et ensuite je vais la commenter. Το απόγευμα στις 5:30 ανοίγουμε τις κυψέλες αναπαραγωγής του φήνων, οι οποίες ήταν κλειστές με βασιλικό διάφραγμα από το προηγούμενο βράδυ, έτσι ώστε οι κυφήνες να μπορούν να πετάξουν ελεύθερα στις περιοχές σύζευξης των βασιλισσών και συγκέντρωσης των κυφήνων. Les faux-bourdons sélectionnés sont transportés vers des régions choisies. Nous les laissons sortir dans l'après-midi. Et en même temps, nous ouvrons les ruches où se trouvent les reines non fécondées. Nous les posons sur des rails, grâce à quoi nous pouvons les sortir et les rentrer facilement. Nous répétons cette procédure chaque jour pendant 3 semaines. Donc vous voyez ces petites ruches des reines vierges ressemblent à un petit train, c'est pourquoi nous l'avons exactement appelé comme ça. Et de cette manière, nous pouvons influencer le temps de fécondation des reines. Parfois, nous le retardons. Nous prenons soin qu'uniquement ce faux bourdon soit disponible à la fécondation que nous avons sélectionné. Nous le faisons pour résoudre le problème de la grande densité dans notre pays. Lorsque nous aurons disposé les ruches, nous ouvrons le trou de vol. Pendant une demi-heure, la ruche devient suffisamment chaude pour que la reine puisse sortir. Nous ouvrons donc des trous de vol pour environ 3 heures. Ensuite, nous les refermons et les reines se trouvent au froid et dans les ténèbres pendant toute la nuit jusqu'au jour suivant. Pendant 2 ans, nous avons observé les vols d'accouplement de reines pour voir combien de fois elles réalisent ces vols et vers quelle heure. Dans la chambre froide, la température s'élève à 14 degrés pour que les abeilles ne bougent pas trop, mais pour qu'elles n'aient pas trop froid non plus. Pour que la colonie soit suffisamment dense. Et nous faisons rentrer facilement les ruches à l'intérieur. Nous évitons l'insémination artificielle. Nous avons encore un peu de temps.
And again, of course, we close the Et drop ensuite, nous refermons les faux bourdons. system, but we name it the Ce système était appelé système George Horner, mais nous l'avons appelé le train des reines vierges, des reines non fécondées. Je passe à la diapositive suivante. Okay, so I will, if you allow me, I will finish this Donc, presentation just with an pour invitation conclure for cette the next présentation, je vous invite à la conférence Apimondia suivante qui aura lieu à Ufa, en Russie, du 5 au 10 septembre 2022. Dès maintenant, vous pouvez vous y enregistrer, envoyer les résumés de vos présentations. Ce congrès, cette conférence sera centrée sur l'élevage des abeilles mellifères, mais également sur l'élevage des abeilles dans les forêts. Donc, en 2022, nous nous réverrons lors du congrès Apimondia suivant. Comparé aux régions très froides, je crois que ces abeilles-ci pourront survivre facilement car elles sont bien adaptées aux régions où elles vivent. C'est pourquoi nous avons un nombre tellement élevé d'espèces et de ces espèces d'abeilles dans le monde entier. Merci beaucoup de votre attention et merci de m'avoir invité à présenter. Je vois qu'il y a quelques questions. Nous allons donc les poser tout de suite. La première question. Les abeilles sauvages sont-elles plus résistantes au gel? Les abeilles sauvages sont-elles plus résistantes au froid, au gel et aux maladies? Une très bonne question. Nous nous le demandons nous-mêmes et nous cherchons des abeilles sauvages partout où il y en a, car il y a des endroits où il n'y en a pas du tout, et il devrait y en avoir. Les abeilles sauvages ou les colonies sauvages devraient être plus résistantes aux maladies. Si elles survivent, cela veut dire qu'elles sont plus résistantes tant aux maladies qu'au gel et qu'aux fluctuations très brutales de température, également à la canicule. C'est un paramètre très important face au changement climatique. D'autres questions. Concernant d'autres populations d'abeilles en Grèce, un apiculteur peut-il importer une race qu'il considère utile? Merci pour cette question, car en Grèce, les apiculteurs peuvent importer les abeilles d'un endroit quelconque en Europe. Ils pourraient également importer des abeilles d'autres endroits, mais ce n'est pas facile, car cela exigerait des certificats attestant qu'il ne s'agit pas d'abeilles africanisées. De plus, ces abeilles doivent être libres de tout type de maladies, telles que le coléoptère ou Thumida. Concernant l'Europe, la Grèce ne contrôle pas les importations des abeilles, bien que nous tâchons de baser sur des espèces locales. Une nouvelle question, je crois que c'est la même personne qui la pose. Depuis quand le marché de pollinisation se développe? Combien on paye pour la pollinisation? Y a-t-il des incitations pour développer le marché de la pollinisation? Eh bien, il n'y a pas de contrat de pollinisation, à moins qu'il n'y ait des événements particuliers dans une région spécifique.
nous avons des problèmes concernant la densité, comme je l'ai déjà mentionné. Par contre, pendant les dernières années, nous avons compris qu'il était vraiment très important de disposer des colonies d'abeilles dans les vergers ou à proximité des vergers ou dans la proximité des champs. Malheureusement, cependant, les apiculteurs obtiennent une rémunération uniquement pour le miel et d'autres produits d'apiculture. And I suppose if the kind of under the law, that will bring us to the point of beekeepers respect more the use of concernant la situation actuelle, concernant le droit, concernant la situation légale, les apiculteurs se concentrent sur la régulation des pesticides. Pourrais-tu répéter la dernière phrase? Je crois qu'il y a un problème de connexion et tu as été interrompu. Je disais que si, en ce qui concerne l'Europe ou à l'international, il y a des contrats de ce type, que l'on signe des contrats de ce type, des contrats de pollinisation. Dans ce cas-là, le monde va respecter plus, prendre plus soin de la protection et des contraintes seront introduites pour l'utilisation des pesticides. Il y a également des contrats qui sont déjà en vigueur, je crois. J'espère que vous m'avez entendu. Oui, tout à fait. Passons peut-être à la question suivante. La zone climatique influence-t-elle la manière de lutter contre le varroa? Oui, c'est une question très importante. Exactement. Oui, la zone climatique influence les modes de lutte contre le varroa et cela est important dans la mesure, ou plutôt comment cela influence la prolifération de ces organismes et les méthodes de maintenir les colonies en vie sont importantes, ainsi que les saisons de l'année pendant lesquelles il est utile de lutter contre le varroa. Dans les régions plus chaudes, les saisons sont plus longues, les saisons d'activité sont plus longues et les niveaux d'infestation sont également plus élevés. Dans ce cas-là, il faut administrer le traitement plus de 2 fois. C'est ce qui a lieu maintenant. Mais la préparation même à cela, et avant nous préparons les colonies pour l'hivernage, il faut utiliser ce traitement partout, n'importe quelle soit la région. Nous devons faire cela au milieu de l'été. Nous devons lutter contre le varroa pendant cette période pour avoir un meilleur rendement, une meilleure productivité et pour que nos abeilles soient plus saines lorsqu'elles rentrent dans la ruche. Merci beaucoup.